de pouvoir le voir. Donc avant de commencer, je vais faire quelques remerciements et trouver l'origine de ce projet. L'origine de ce projet, c'est la municipalité de Possé. Donc je remercie M. Courgeot, monsieur le maire, qui est en fait à l'origine de ce projet. Puisque moi je suis prestataire de service, on va dire ça comme ça. Enfin bon, c'est un petit peu différent puisque ça reste une passion indemnisée, on va dire ça comme ça. Et je remercie les personnes qui m'ont aidé dans ce sens, donc les secrétaires de mairie, dont, et l'adjointe Mme Mounera, qui m'a soutenu dans ce projet, et Mme Faureau, qui est secrétaire de mairie, qui m'a aidé dans mes recherches à la mairie de Possé. Pour commencer, l'histoire de Possé sur 6 à travers ces noms de lieux, évidemment, il faut connaître un petit peu la commune. Alors, les anciens disent Possé, c'est un village de vignerons qui est devenu paroisse puis commune. Vous allez voir que c'est plus ancien que cela. C'est beaucoup plus ancien que cela. Même avant l'introduction de la vigne, il y avait déjà des habitants ici, à Possé. C'est ce qu'on va voir. Donc on va trouver des origines beaucoup plus anciennes que ce petit village de vignerons. Et donc pour comprendre un petit peu, évidemment, il faut bien connaître le terroir. Donc certains m'ont peut-être vu, ont été surpris de voir un individu avec un appareil photo et un petit carnet prendre des notes, circuler dans Possé-sur-Cisse. Et donc il faut bien connaître le terroir. Et puis évidemment, il faut s'intéresser à la carte, aux cartographies. La première carte de France qui indique Possé certains de ces noms de lieux, c'est la carte de Cassini de la fin du XVIIIe siècle, dont voici le schéma. En fait, c'est une espèce de copie de schéma que j'ai fait de la carte de Cassini. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Eh bien, on voit évidemment Possé, qui n'est pas encore Possé-sur-Cisse, qui deviendra Possé-sur-Cisse au début du XXe siècle pour des questions de distinction pour la poste, parce qu'il y a d'autres Possé. On va voir qu'il y a d'autres Possé. On voit les noms du Val, là, bon, les Fougerets, qui font partie aujourd'hui de la commune, mais qui étaient rattachés à Limeray jusqu'en 1931. Les Fougerets étaient rattachés en 1931 à la commune de Possé. On voit le prieuré. Alors je vous ferai tout de suite remarquer qu'il y a un autre prieuré, là. Ah ouais. Oui. On a la vacherie, la commanderie, le sauvage. Certains disent le sevrage, on verra. Vous avez la Ramberge, évidemment, qui est... Alors, Ramberge, on orthographie différemment, REM, RAM. On a Bellecour, la Mazère, Cheval Rouge. Sur la partie, sur le plateau, on va dire nord-ouest, on a Vaux-Subleau. Dans la vallée, on a Taillepied. Sur les hauteurs, la Vauvellerie, la Milandrie, les Pierres. Après, on arrive sur Saint-Ouen. En haut, là, on a l'élan des Bourgards. Hein, on a l'élan des Bourgards, là. Et on a, dans la vallée, on a un moulin à vent là, qui s'appelle le Guépoussé, mais son nom ne figure pas sur, la carte de Cassini. On a un autre moulin à eau, là, enfin pas des moulins à eau, pas avant. On a un autre moulin à eau à côté du château de Possé, là, puis on a un autre moulin à eau dans le bourg. Sur la carte de Cassini, il y a un moulin à eau dans le bourg, à côté de l'église. De l'autre côté, on a Launay, Fourchette, évidemment, la vallée de Fourchette, le Menard, ou la Ménard, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte de Cassini, l'orthographe, est très incertaine. C'est-à-dire qu'elle est souvent fausse. Par exemple, si on voit là, on voit le Bois-Nain, en fait, c'est le Bois-Vin, hein, qui est à côté de la Buvinière. On a la Roboussinière, là, c'est le nord, la limite de la commune, et puis sur Saint-Ouen, on a Juppot. Et puis le bois d'Anlus, là, est sur Limeray, mais la partie du bois qui est ici est la pointe de la commune. Donc, vous voyez, la commune est comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, cette carte de Cassini nous donne combien de noms ça nous fait? Est-ce que ça nous fait de la matière pour étudier l'histoire de Possé à travers ces noms de lieux? Eh bien non, parce qu'une carte de Cassini comme cela donne quoi, une vingtaine de noms de lieux. Donc ça ne va pas très loin. Donc il faut aller beaucoup plus loin avec les cadastres, et notamment le cadastre napoléonien, qui est bien celui-là napoléonien, puisqu'il a été fait du temps de Napoléon Ier, l'empereur, de 1809. Et voici le tableau d'assemblage.
Et vous allez vous familiariser avec la forme de la commune pendant toute cette soirée, puisque les cartes que je vais vous montrer sont essentiellement des cartes de la commune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie qui est ici, donc, a été rattachée à Possé, ça vient d'Imray, ça a été rattaché, les gens des Fougerets ont demandé leur rattachement à Possé, ça a été fait en 1931. Et puis on voit qu'il y a des changements de... là, ça a changé de... La frontière là, entre la commune de Nazelles et celle de Possé a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu des aménagements. Et de ce côté-là aussi, ça a un petit peu changé. Donc vous voyez à quoi ressemble la commune. On a le Val de Loire, avec la vallée de la Cisse, le Val de la Ramberge, enfin la Ramberge. On a la vallée de la Ramberge, on a deux vallées qui limitent ici le Val, la vallée de Fourchette, et là on a la vallée qui s'appelle les Vallées, en fait, qui est la vallée qui monte à Vaux-Sublot. Et puis, dans la vallée de la Ramberge, on a un petit ravin, là, qu'on voit dessiné ici, qui s'appelle les Rouères, ou le ravin de la Jauge. Voilà un petit peu pour la géographie. Et on a deux plateaux, hein, qui forment vous voyez, deux plateaux, ça forme un peu comme des cornes, vous voyez. Donc, des fois, je dirais corne ouest, corne est, ou plateau nord-ouest, on a du mal à se repérer. Corne gauche, corne droite, c'est plus facile. Et donc là, on a des bois, le bois de la Perchée, là, on a les bois d'Anhus, c'est des plateaux qui sont aujourd'hui assez inhabités. L'habitat est surtout concentré ici autour du bourg. Et ce cadastre-là nous donne, vous voyez, si on prend les détails, on a évidemment les noms des habitats anciens en 1809. Mais on a des petits noms de parcelles. Et c'est très intéressant ces petits noms de parcelles. Par exemple, là on a le Mont Luma, ou là on a les Hautes-Bondes, là on a le Ravage, là on a les Auxerres, le Clos d'Erouer, etc. Ces noms de parcelles, on va voir qu'ils sont aussi importants dans la compréhension de l'histoire de la commune que les noms d'habitats. Voilà un peu donc la corne gauche, hein, le plateau nord-ouest. On a un certain nombre d'habitats, mais on a aussi des noms de parcelles qui sont très importants. Par exemple, le champ de la Beauce, moi c'est une des premières choses dont je vais vous parler. Champ de la Beauce, pourquoi je vais vous parler de ça? Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça en premier. Champ de la Beauce. Et vous voyez les bruyères de Rougeriou, là par exemple. On a Rougeriou là et Rogeriou. Vous voyez donc l'orthographe des noms, Rougeriou, Rogeriou, oui, c'est pas fixé. C'est pas fixé. L'orthographe des noms de lieux va se fixer à peu près vers le 19e siècle, mais si on prend ici à Possé le nom Ramberge, on ne sait jamais comment l'écrire, si c'est R-A-M ou R-E-M. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est flou, en fait, l'orthographe. En prenant les cadastres, on a à peu près, en faisant la cartographie là, de toutes les parcelles et des habitats en 1809, on a à peu près 150 noms de lieux. Ah ben là, ça commence à devenir déjà beaucoup plus intéressant. 150 noms de lieux, on peut commencer à faire quelque chose. Et puis, si on prend les noms contemporains, parce que la commune s'est considérablement transformée, là, on a des lotissements qui ont été construits à la Ramée, on a le centre commercial de la Ramée, on a la zone industrielle de la commanderie, puis la zone d'activité du prieuré, enfin tout ça a poussé, les maisons aussi, beaucoup de lotissements, des résidences se sont créées dans le courant du XXe siècle, donc ça a créé beaucoup de changements et surtout beaucoup de nouveaux noms de lieux. Donc on arrive, pas à 150 noms de lieux, si on prend les noms aussi plus récents, on arrive avec des noms qui sont des noms, vous voyez, des noms récents. Si je prends par exemple la résidence du Clos du Potager, la fonderie, l'ancienne fonderie du sel, ou bien la résidence de l'étang, là, ou le chemin vert, les cimetières, la pépinière, Fleur Touraine, enfin bon, tout ça c'est des nouveaux noms. Et si on les comprend, on arrive à 250. Alors, j'ai rencontré un petit problème que je n'ai jamais rencontré d'habitude, moi ça fait 30 ans que je fais ça, et en fait je me suis aperçu que l'histoire de Possé était tellement riche que je ne pouvais pas tout vous présenter en une soirée. Vous ne l'auriez pas digéré. Ça n'aurait pas passé, vous voyez. Donc ce que je vais faire ce soir, c'est que, et on arrangera une soirée dans un an ou deux, ou tout ça, pour faire la période récente. Enfin, période récente, pour un historien, 200 ans, c'est récent. Hein.
Il y a 200 ans, c'est récent. Hein. Moi, je vais vous parler de choses très très anciennes ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Est-ce que ma voix porte suffisamment bien pour tout le monde? Donc, je ne parlerai pas du parc d'activités du prieuré, mais je vais vous parler du prieuré. Ouais, parce que le nom, le prieuré, là, ben, c'est beaucoup plus ancien. Je ne vais pas vous parler du Viagra et de l'usine Pfizer. Non, ce soir, je ne vous en parlerai pas. Mais par contre, dans le livre, si vous cherchez par exemple zone industrielle, vous saurez à quel moment elle a été installée et les aménagements qui y ont été faits. À la fin du livre, vous avez un index et toute la partie contemporaine est dans le livre. C'est-à-dire que la création du parc d'activité du prieuré, vous savez quand est-ce que ça a été fait, quels noms de lieux nouveaux ont été faits, par exemple la rue de M. Viry, vous saurez quand est-ce qu'elle apparaît, quand est-ce qu'elle a été inaugurée. Vous voyez, dans le livre, vous le saurez. Si vous cherchez Claude Viry, vous saurez. C'est écrit dedans. Donc je ne parlerai pas de ça, je ne parlerai pas donc non plus de l'usine Fareva qui a remplacé Pfizer, je ne parlerai pas de tout cet aménagement industriel de la commanderie, mais je vais vous parler de la commanderie, du nom. C'est-à-dire de l'ancienne ferme qu'il y avait là. Je ne vous parlerai pas non plus de la fonderie de M. Dussel, je ne vous parlerai pas non plus des aménagements et puis après de sa destruction en 1878, et de sa création après la Révolution française, en début du XIXe siècle, en 1823. Pourquoi je vous en parle là? Je ne dois pas vous en parler. On parle. Et non plus de la statue de Neptune, qui est un nom de lieu. Hein, dire, où tu vas, je vais à Neptune. Ah, bah, vous êtes de Possé, vous savez. Si vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas de Possé, et vous dites ouais, j'étais à côté de Neptune, bon, les gens ils vont trouver ça un peu bizarre. Mais vous voyez, ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est une vision un peu particulière, c'est celle de l'historien qui a l'habitude de l'histoire. Par exemple, vous voyez, un historien qui voit une statue comme ça, vous vous dites, ah, c'est Neptune, machin. Mais un historien, il ne voit pas ça. Un historien, je vais vous dire ce qu'il voit. Un historien. Bon, c'est Neptune, a priori, avec son trident, là. Il est en train je sais pas quoi, de massacrer un dragon. Hein. Ça ne peut pas être une image antique. Dans les images antiques, Neptune est sur son char tiré par des hippocampes. Il ne va pas se mettre à jouer les Saint-Georges avec son hippocampe. Et donc vous voyez, on voit apparaître un Neptune qui dompte son hippocampe ou des dragons comme ça au XVIIIe siècle. Parce que c'est une influence chrétienne de Saint-Georges ou l'archange Saint-Michel. Vous voyez. Donc on voit, ça ne peut pas être antique ça. Mais cette statue, si vous cherchez Neptune, vous tapez statue de Neptune sur Internet, vous allez voir cette statue-là, vous ne verrez pas celle de Possé, vous verrez la même statue faite par les fonderies de Dussel, qui est au Brésil. Au Brésil. Si vous statue de Neptune, c'est la même qui a été faite ici, mais qui est au Brésil. Je ne vais pas vous en parler de tout ça ce soir, hein, ni du centre commercial de la Ramée, hein, et du restaurant Le Siècle, qui peut s'écrire avec un C, je viens de découvrir ça. Le restaurant Le Siècle, mais ça doit être de l'intégration. Mais sur les factures, ils mettent un S, je vous rassure. On peut plaisanter. Bon, je ne parlerai pas donc de l'Intermarché, ni de tous les aménagements communaux, parce que, en fait, la commune a été extrêmement active ces 200 dernières années, enfin surtout ces 80 dernières années, on va dire, et il y a énormément de choses. Par exemple, toponyme qui n'existe pas encore, mais qui est en création, vous reconnaissez, c'est le centre-bourg, c'est à côté. Les deux boutiques, là, et les logements, là, vont prendre un nom. Là, on a l'impasse du château, la résidence du château. Ça va s'appeler, je ne sais pas, la résidence de l'impasse du château, je ne sais pas. Les commerces vont aussi vous prendre un nom. Vous allez vous repérer par rapport à ces nouveaux toponymes, par rapport à ces nouveaux lieux. Vous voyez ? Je ne parlerai donc pas de tout ça, ni de l'histoire des écoles. Et ça, c'est l'ancienne école de filles. L'école de garçons était dans la mairie.
c'est une histoire différente. Ni de la salle des fêtes dans laquelle nous sommes, qui a été construite en 1982. Non, je vais m'arrêter 100 ans plus tôt, en 1782, et je vous dirai à la fin pourquoi je m'arrête en 1780. Donc, pour faire l'histoire de la commune par rapport à ces noms de lieux, il faut faire de la toponymie. Topo, c'est le lieu, nimi, c'est le nom. Toponymie. Alors, on peut se dire, oh là là, la science et tout, l'histoire, c'est une science très ancienne. La toponymie, en France, elle est née dans les années 60, 1960. C'est une science très, très, très récente. Et qui a un petit peu mal commencé parce qu'elle utilisait des instruments qui n'étaient pas vraiment adéquats. Mais ça, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Donc, la toponymie, c'est une science récente. Donc, en fait, là, cette soirée, là, vous êtes à une soirée scientifique au top du top, là, ce soir. Vous dites, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Oh, je suis allé à une conférence scientifique, mais là, le truc super moderne. Donc, c'est une science très récente qui utilise d'autres sciences, hein, la géologie, la géographie, l'histoire, la linguistique. Et évidemment, il faut commencer par la géologie, puisque les noms de lieux sont installés sur un sol. Évidemment, la salle polyvalente, le fait que ce soit un sol en dessous d'alluvions récents, ça n'a pas d'importance. Mais pour certains noms de lieux, c'est très important de connaître la nature du sol. Donc, on commence par la géologie. Alors, en matière géologique, ici, à Possé, nous sommes dans le bassin parisien, qui est une ancienne mer, un ancien lac qui a déposé des sédiments, et ces sédiments, notamment, ont fait la craie, hein, le calcaire, qui sont des petits coquillages agglomérés. Le calcaire. Donc le calcaire, c'est la roche sous-jacente, hein, que l'on trouve sur les coteaux. On a une craie blanche d'abord, en bas, qui est un peu micacée, c'est-à-dire un peu brillante. Après, on a une craie jaune, qui est un peu abîmée, on va dire c'est de la craie, mais elle est un peu abîmée. Au-dessus, on a une autre craie qui s'appelle la craie on peut l'appeler la craie de Cangé, on l'appelle la craie de Vidium aussi, on peut l'appeler la craie de Cangé. Et au-dessus, on a les restes d'une craie, mais ça s'est détruit, c'est de l'argile à silex. C'est-à-dire que la craie, le calcaire a été dissous par les eaux de pluie, quand tout ça, ça s'est soulevé, hein, le massif central, tout ça, ça a été poussé au moment où l'Afrique pousse, donc les Alpes se soulèvent et ça pousse le massif central, et donc ça fait monter le bassin parisien. Et donc les eaux de pluie lessivent le calcaire et laissent de l'argile à silex, qui sont en général de mauvaise terre, on trouve des bois. C'est important de savoir tout ça. Et au-dessus, on a des graviers, du sable et des graviers, qui viennent de fleuves, très très grands fleuves, il y a très très longtemps. Et au-dessus, on a du limon des plateaux, c'est-à-dire un sable très 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 fin qui a été apporté par les vents, notamment les vents qui viennent du Sahara. Et donc on a le tuffeau jaune, la tourelle, la craie. Au-dessus, on a une craie qui est abîmée, hein, qui est de l'argile à silex. Après, on a des puddings, des cailloutis, sable argile de l'Éocène, sable et gravier du Miocène. Ça, c'est de l'érosion qui est venue des montagnes du massif armoricain, massif central. Il faut savoir que le massif central, avant, c'était de très très grosses montagnes, hein, avant que les Alpes. Les Alpes, c'était une mer avant. Avant que les Alpes en mer se transforment en montagne, le massif central était de grosses montagnes. Après, on a du limon des plateaux, et on va voir que les premières installations humaines se font généralement, et j'ai toujours constaté ça, plutôt sur les sables légers, c'est-à-dire une terre légère à travailler. Pas sur de l'argile à silex, ni sur de la craie, mais plutôt sur des sables légers, parce que les gens travaillaient à la main ou avec simplement une arête, c'est-à-dire qu'ils faisaient une ligne avec un bâton tiré par un bœuf dans le sol, et donc il fallait un sol léger. Donc on va s'intéresser aux endroits de sol léger, et puis on a des alluvions anciens, et des alluvions, des terrasses, vous voyez, on en a là. Fougeray existe en tant que hameau, et très ancien hameau, parce qu'elle est sur une lentille, on appelle ça une lentille, d'alluvions anciens, quasiment insubmersibles. Ils sont plus hauts. Oui. Et les alluvions récents, là, en jaune clair, eh bien, ce sont des alluvions très, très, très récentes, des sables et argiles, graviers, etc., qui sont descendus simplement par l'érosion des roches, la pluie. Enfin bon, c'est tout récent. Hein. C'est tout récent. Donc, on va s'intéresser à ça. Alors, on a la craie, évidemment, qui a été creusée, et qui est on va dire, qui est une caractéristique de Possé. Cette craie.
les habitations troglodytes ou les caves, c'est une caractéristique. Les carrières, même les champignonnières. Oui, il y avait une champignonnière qui a été installée à la fermeture de la forge. Tout ça, c'est dans le livre. Vous avez une champignonnière, là. Vous vous souvenez, peut-être qu'il y en a qui se souviennent. Elle existe encore? Voilà, et au-dessus, tout au-dessus, on a des sables légers, enfin des terres légères, et c'est ces premières terres qui seront travaillées. Alors, est-ce que l'homme de Néandertal, il y a plus de 35 000 ans, est passé par Fossé? Est-ce qu'on a trouvé des pierres qu'il aurait laissées, qu'il aurait taillées? Eh bien non. Mais on en a trouvé au Péreux, sur le coteau là, et à Nazel, sur le coteau là, et à Limeray là, sur le coteau là. Alors, moi je le sais parce que ça figure dans la bibliographie aussi, mais surtout, c'est que je fais une enquête de terrain auprès de personnes, etc. Et là, j'ai pas rencontré de personnes qui pouvaient conserver ces silex taillés, ces bifaces, ou... mais peut-être avez-vous ça chez vous dans une vitrine? Il y a une dame qui dit oui, là. Et vous savez où ça a été trouvé? Mais ici. Ça a été trouvé sur Fossé. Vous voyez, donc il y a des pierres anciennes qui ont été trouvées sur la commune. Et que certains conservent, des anciens agriculteurs ou des descendants d'agriculteurs qui ont conservé ça dans des tiroirs ou dans des placards. Donc on sait pour la commune de Nazel et pour la commune de Limeray que Néandertal est passé là, pendant des périodes froides, glaciaires, ou pendant des périodes chaudes. Et à Fossé, sans doute aussi. Sans doute aussi. Comment? Donc les chasseurs de mammouths étaient là. Hein? Ils guettaient généralement leur proie sur les hauteurs des coteaux, parce que ces pierres ont été généralement retrouvées sur les hauteurs des coteaux. Où se sont installés les premiers agriculteurs? Eh bien donc, je vous dis, dans des terres faciles à travailler, pas dans de l'argile à silex, ou dans des graviers trop gros, ou dans de la craie, ou plutôt dans des sables et graviers. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien là, on a trouvé, ce sont des archéologues qui ont fait l'enquête, dans des collections privées, mais là c'est publié. 2 haches polies ont été trouvées sur le coteau à la Mazère. Ces deux-là, qui a à peu près, sont grandes comme ça, à peu près, 11-13 cm. Et une petite hache polie a été trouvée dans les sables de la Loire. Et l'abbé Blève, qui est un curé, qui était curé du Limeray, mais très versé dans les antiquités, eh bien, avait découvert une hache polie au Fougeray. Donc on peut faire à peu près les zones d'habitat. Donc on a le coteau de la Mazère, hein. On a la lentille, vous voyez, je vous disais, les Fougerets, ça devait être un habitat très ancien. Oui, bah oui, forcément. C'est une zone non inondable. Donc les gens s'y installent. Une là dans les sables de Loire, et puis ce qui devrait être logique, c'est qu'on devrait trouver ici des haches polies. Donc peut-être qu'il y en a qui ont ça dans leur vitrine. Des haches polies qui ont été trouvées sur le coteau du Mont Luma, là, au-dessus de Fourchette. Ça devrait être logique. Hein, sur Limeray, là on a la limite avec Limeray. Ici, il y en a à Limeray, des haches polies. Là, il y en a un. Et à Nazel, là, il y en a un. C'est pas un hasard, c'est pas du tout un hasard. Donc des haches polies, et puis ce qu'on trouve aussi, enfin, je vous en parlerai plus tard, mais il y a eu des sépultures qu'on dit préhistoriques ou proto-historiques, je vous en parlerai après. Là, au Fougeray. Une nécropole. Ben, c'est ce que disent les archéologues. On en parle après. Donc les premiers agriculteurs, hein, ça remonte à 6500 ans, hein, c'est très très vieux, se sont installés sur la commune, et bon, c'est des gens, ce sont ces gens-là qui ont fait les menhirs et les dolmens. Donc on peut imaginer un village comme ça, là, sur les hauteurs de la Mazère, ou au Fougeray, du néolithique, donc des premiers agriculteurs. Et ces gens-là avaient-ils des noms déjà qui en sont restés? Des mots très anciens. Est-ce qu'on a des mots très anciens? Oui, bah, la Loire. La Loire, on dit que c'est un toponyme pré-celtique.
voyez, les Celtes, c'est les Gaulois. Les Celtes sont arrivés vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. 8e, moins 800, moins 500 avant Jésus-Christ à peu près. Et avant, il y avait des gens. Hein. Et là, la Loire est des mots qui existaient avant l'arrivée des Gaulois. Avant les Celtes. Et ça vient de d'où la Loire? Eh bien, c'est pas compliqué du tout. Hein. Les Grecs l'appellent Légère. Et Jules César, dans sa guerre des Gaules, l'appelle Ligère. Ligère. Et en fait, ça, le Ligère, là, si vous remplacez le N par un N, ça fait Niger. Niger, c'est noir. Oui. Niger a donné noir, par l'évolution de la langue. Niger a donné noir, Ligère a donné Loire. Oui. Et ça vient de quoi? C'est un mot très très vieux. Une racine très ancienne qui vient de liga, lige. C'est un mot synonyme de lit. Bon, on est dans une commune d'agriculteurs. La lie, c'est le dépôt qui se fait dans le fond de la bouteille. Eh bien, Loire, ça veut dire ça, c'est le dépôt, c'est le sédiment. Ça veut dire ce qui se dépose, le sédiment, les sables en fait de Loire. Ça veut dire simplement sédiment, Loire, dépôt, alluvion. Alluvion. Loire, c'est sans doute le mot le plus ancien. Alors voici la Loire en crue, que tout le monde a été voir, sans doute, et moi aussi. Un cru, pas vraiment, enfin presque. À Amboise. Et il y a un mot aussi très très ancien, c'est 6. Alors 6, ah ben les toponymistes, mais je vous dis, la toponymie est une science très récente. Hein. Donc 6, il y a plein d'explications possibles. Hein. Les premiers, ils se sont dit, oh 6, ça vient de... On ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire cours d'eau. D'accord? Et puis il y en a qui se sont dit, oh ben ça doit venir du latin scisio, coupé en deux. Donc ça vient de c'est une rivière qui se scie en deux. Qui a une scission. Scission. Hein? Bon, en fait, quand on regarde les dictionnaires anciens, vous voyez la 6 au pont de la ramée, là, qui est en creux, elle aussi. La 6 en creux. Il y a une très vieille racine qu'on trouve sous plein de formes, hein, sié, cède, c, 6, c, si, qui veut dire lit de rivière, ou siège. Pourquoi lit de rivière ou siège? C'est le même mot. Hein. Pourquoi lit de rivière, ça voudrait dire siège? Eh bien parce qu'une rivière, ça fait des méandres. Et quand on est si, eh bien on fait une belle courbure. C'est la courbe, c'est le méandre. La courbe. C'est si, sié, en fait. Aujourd'hui, on a une vision verticale avec les murs verticaux, tout ça, mais les gens, il faut penser, dans un temps très ancien, ils avaient une vision horizontale du monde. Horizontale. Donc, vous voyez, si lit de rivière ou siège, à cause des méandres. Donc, si on prend la 6, ça serait la répétition de CC ou 6 ou 6. Ce serait méandre, méandre. Et c'est vrai qu'on ne voit pas tellement bien ici dans la vallée de la Loire. Là, c'est au pont de la Ramée. Où il n'y a pas beaucoup de méandres. Vous voyez, sur le 6, sur le cours ancien au début du 19e siècle, il y en a un peu là des méandres. Mais bon, par contre, si on va sur le plateau, si vous regardez une carte ancienne de la 6 sur le plateau, vous verrez que la 6, c'est vraiment ça. Et il y a un vieux mot irlandais. L'irlandais, c'est une langue celte. Hein. Celte. Le mot 6 en irlandais, ça veut dire tressé. Tressé. Vous voyez, donc, il faut voir le son ancien. Donc la 6 est sans doute un nom très très ancien, et d'ailleurs, que ce soit la lettre C ou la lettre S, il semblerait que la forme rappelle quelque chose. Et que, est-ce que c'est un hasard? Je ne le crois pas. Nous serions là aux origines du langage, de l'alphabet. Peut-être. On est là aussi pour s'amuser un peu. Hein. Et donc, je vous ai dit, j'allais vous parler des champs de la Beauce. Ils sont à côté des Landes, du château d'eau des Landes.
Pourquoi Beauce? Eh bien, il faut que je vous parle en premier, parce que c'est un des mots les plus anciens qu'il y a sur la commune. Beauce. C'est aussi pré-celtique. Alors, les grammairiens romains connaissaient le mot. Hein, ils l'associaient, ils disaient c'est un mot qui ressemble à campus, champ. Ça ressemble à champ. Hein, alors, je ne vais pas vous faire tout le laïus sur la Beauce. Simplement, je vais vous dire, oui, on a là les champs de la Beauce. Donc cet endroit-là s'appelait la Beauce. Mais les gens ont perdu le sens de Beauce. Hein. Alors, vous voyez, les Romains disaient Beauce, ça veut dire champ. Donc, comme les gens ils avaient perdu le sens du mot Beauce, eh ben, ils ont appelé les champs qui s'appelaient la Beauce, les champs de la Beauce. En fait, ça veut dire les champs des champs. Et en gros, les champs des champs. Et la Beauce, en général, parce que moi je retrouve, on dit la Beauce, c'est quoi? C'est une région entre Paris, entre la région parisienne et Blois, un Chartres, ou entre Chartres et Orléans. Eh ben non, on trouve Beauce, et pourquoi ils ont mis un S là sur le cadastre, je ne sais pas. Les champs de la Beauce, on trouve ce nom qui dans l'ancienne forme est Bézia, qui semblerait vouloir dire clair ou clairière, ou terre cultivée, ou c'est en rapport avec la fertilité. Il y a des déesses gauloises comme Bellissima, ou un dieu gaulois, Bélénos, qui a un peu de la même racine, belle, qui veut dire la lumière, la fécondité. C'est en rapport avec la fécondité. Donc c'est des très bonnes thèmes. Et je remarque à chaque fois que je tombe sur un lieu dit Beauce, et je suis tombé plusieurs fois sur des lieux dit Beauce. Là, j'ai étudié la commune de Saint-Maur, là. Oui, à côté de la prison. Je n'ai pas visité la prison encore. Mais il y a la Beauce, il y a des Beauces. Et on n'est pas du tout en Beauce. Et pourtant, c'est parce que ce sont des très bonnes terres. Beauce. Et c'est un mot très ancien. Très très ancien. Beauce. Alors Beauce, on pense à la bosse. Hein. Beauce. Le B. Le B. On pense au B. Hein. La bosse. Hein. On pense. Hein. Fécondité. Ah, mais il faut savoir que dans les religions anciennes, ça fait rire, mais elle a raison. Dans les religions anciennes, tout est un peu mélangé. Hein. Ce genre de concept est mélangé. Beauce. C'est avant tout des terres fertiles, fertilisées par l'homme. Beauce. Donc on a des noms très anciens quand même. La Loire, la Cisse, la Beauce, là ici. Alors sur des terres, vous voyez, on est vraiment sur le plateau de Limon des plateaux, et on devrait avoir forcément quelque chose de gaulois là. Forcément. Bon là, sans doute, il faut que je rêve. Hein. Mais là, forcément. Et sur l'autre plateau ici, là, sur l'autre corne, là, forcément, on devrait aussi avoir quelque chose de gaulois. Forcément. Ça serait logique. Et moi qui ai fait des dizaines de communes, je me dis, bon, ça va être encore ennuyeux. On a un plateau du monde des plateaux, on va encore tomber sur un habitat gaulois que personne ne connaît. Il va falloir que je convainque les gens qu'il y avait un habitat là. Comment je vais faire? Eh bien, on va y aller. Les Gaulois, alors vous dites nos ancêtres les Gaulois, mais en fait c'est un mythe. Il y avait des gens qui étaient là avant l'arrivée des Gaulois, et les Gaulois en fait, dans certaines régions, ça dépend des régions, mais se sont imposés comme une aristocratie militaire. Bon, ils étaient aussi agriculteurs artisans, pas comme les Francs qui ne faisaient rien. Ils faisaient la guerre, la chasse, les Francs, qui sont imposés aussi comme une aristocratie militaire, mais eux ne faisaient rien. Les Gaulois, aristocratie militaire, qui s'est imposée sur des gens qui habitaient déjà là. Et ces Gaulois, pour se défendre par rapport à la population locale, eh oui, s'installaient plutôt sur les hauteurs, et fortifier généralement ces hauteurs. On sait que à Tours, pas à Tours même, parce que la ville d'en bas est une ville romaine, que sur les hauteurs du plateau nord, il y avait une ville gauloise. Et même à Amboise, il y avait un oppidum gaulois. On le sait, à Amboise. Un oppidum, une ville fortifiée, enfin. Eh bien, attends, ça, c'est possible. Oui. Alors, on a deux principales tribus qui nous intéressent ici. C'est une des tribus les plus importantes de la Gaule, c'est les Carnutes, vous voyez, ça va de Paris, là, les Yvelines, jusqu'au sud d'Orléans, Loir-et-Cher, enfin c'est tout Loir-et-Cher et Carnutes, et tout l'Eure-et-Loire avec les Carnutes. Et on a les Turons, nous, ici, nous sommes Turons. C'est la tribu de Turons. On va expliquer ce que ça veut dire. Et donc, Possé se trouve à la limite, et les Carnutes
donc c'est un mot important. Je vais il y a des historiens dans les années 60 qui se sont dit Carnut. D'ailleurs, au 19e siècle, même, ils se sont dit ça. Carnut, ça veut dire quoi? C'est un nom qui a disparu, hein, l'histoire. Je vais vous expliquer après pourquoi. Carnuto, Cornuto. Cornuto, c'est des Cornuto. Ils portaient des cornes sur leur casque. En fait, pour comprendre les noms anciens, il faut les voir par éléments. Par éléments. Et généralement, il y a un ou deux éléments. Rarement trois, mais souvent, il y a deux éléments. Deux éléments. Et Carnut, il faut le voir comme Carnut. Carne, c'est la chair. Hein. Et ut, c'est qui utilise la chair. Alors là, il faut revenir aux croyances gauloises. Jules César, dans la guerre des Gaules, nous dit que les Gaulois croyaient en la réincarnation, comme les hindouistes, les bouddhistes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils meurent, leur âme quitte leur corps et va s'installer dans le ventre d'une maman pour devenir quelqu'un d'autre. Les Gaulois croyaient ça. Et d'ailleurs, Jules César et les deux empereurs suivants se sont acharnés pour extirper ces croyances. Les druides ont été chassés, les Romains ont envahi l'Angleterre pour chasser les druides, pour les détruire, pour détruire cette religion. Parce que pourquoi cette religion est embêtante? Parce que le type, il dit oh ben ouais, moi, de toute façon, tu me tues, je reviens. Bah, ça ne gêne pas, hein. Et César le dit, hein. C'est des guerriers jusqu'au boutiste, un peu kamikazés. Les Gaulois, ils se battaient nus. Ils mettaient leurs plus beaux bijoux en or, et puis ils attaquaient le champ de bataille comme ça. Hein. Ouais. Donc c'est une croyance qui a disparu. La croyance en la réincarnation était la croyance générale de ce territoire avant l'arrivée des Romains. Il faut le savoir, ça. Alors, croire en vie antérieure, etc., ça demande un environnement spécial. Hein, les Romains ont fait évoluer tellement les choses que les gens se sont dit... après, cette croyance n'est plus revenue. Elle est revenue avec les Cathares. Mais là aussi, on l'a fait disparaître. Donc, Carnut, ça évoque d'anciennes croyances. Et Turon, ça évoque quoi? Eh bien, Turon, parce qu'ici, on est en pays de Turon, ça a donné Touraine, et ça a donné la ville de Tours. Mais Tours, avant, s'appelait Caesar Rhodonum, qui est un nom gallo-romain. Domum, là, c'est gaulois, ça veut dire la forteresse. Caesar, c'est la forteresse de César. Et après, c'est devenu Tours, plus tard. Mais avant, pendant l'Antiquité, c'était la forteresse de César. Et on a des monnaies anciennes qui nous donnent la racine originelle, c'est Turon. Un Turon, une Turonne. Enfin, Turona, Turones. Et la racine, c'est Tur. On, ça veut dire, c'est un suffixe gaulois qui veut dire l'unité, l'étendue. Ouais, quand on veut dire que quelque chose est toujours pareil, c'est une unité, une étendue pareille, on dit on. C'est un suffixe on. Et Tur, c'est quoi? Eh bien, Tur, c'est une hauteur qui a donné le latin touris. C'est un tertre, en fait. Et c'est un nom qui est connu dans des langues celtiques, comme le breton, on a Tornois, qui veut dire la hauteur des falaises. Donc, le pays de Turon, c'est le pays des tertres, des hauteurs, pas des différents des rôles du relief, en fait. Ah oui, mais si vous imaginez le pays autour, la Beauce, bah c'est plat. La Sologne, bah c'est plat. La vallée de la Loire, de l'Anjou, c'est plat. Donc on a ici, dans la Touraine, enfin surtout sur le sud de la Touraine, hein, dans toute cette zone-là, on a une zone de tertre, hein, de Tur. Voilà, Turon, donc ça veut dire la zone des tertres. Là, le Berry, c'est la Champagne-Berrichonne, c'est plat. Là, c'est la Sologne, c'est plat. Là, c'est la Beauce, c'est plat. Là, c'est le Perche. Mais là, il y avait des forêts. C'était très, très sauvage. Et on a des noms anciens. Les Landes. Aujourd'hui, le château d'eau est aux Landes. Il y avait une ferme autrefois à cet endroit-là, les Landes. Et c'est un mot gaulois, enfin d'origine gauloise. Landa, qui veut dire terre en friche, mauvaise terre. Généralement, ça désigne des mauvaises terres, des terres en friche. Eh bien, ce qui est curieux à Possé, c'est que les Landes, qui est sur la ferme des Landes, et généralement on a les mauvaises terres, hein, c'est-à-dire là on a le bois chaud Berrichon, la Champagne-Berrichonne on en a peu des Landes, la Beauce on en a peu des Landes, là le Perche on en a, le Perche Vendôme on en a, la Gâtine on en a beaucoup, vous voyez, c'est pas des bonnes terres.
Et ce qui est curieux, c'est qu'à Bossé, les Landes, c'est des très bonnes terres. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop l'explication là. Pourquoi un lieu qui s'appelle les Landes, qui devrait être de mauvaises terres, c'est des bonnes terres à cet endroit-là? Ah ben je ne sais pas. Et à cet endroit-là, l'ancienne ferme des Landes, qui est aujourd'hui un des points culminants de la fin, qui est le point culminant de la commune à 114 mètres d'altitude, c'est pour ça que le château d'eau était installé là, 114 mètres d'altitude, eh bien, est-ce qu'on a des traces anciennes? Eh bien oui, sur le cadastre ancien, on a une ferme là, une ferme, je vais y venir, vous voyez sur le plateau là, 114 mètres d'altitude. Là on a le château d'eau, ça c'est Bourgard, Vaux-sur-Lot, c'est une photo qui est dans la salle du conseil. Et là on a le château d'eau, et on voit sur le cadastre ancien qu'il y a un fossé un peu ovale qui est typique des fermes gauloises. Typique des fermes gauloises. C'est pas quadrangulaire, c'est pas... Et puis on a un fossé assez profond ici, une grande mare là, on est énoncé. C'est typique des fermes gauloises. Donc on avait certainement une ferme gauloise fortifiée, enfin entourée de fossés, ou un petit village fortifié entouré de fossés hollandais. Et le fossé, il en reste une partie. Hein. Le fossé que vous avez là, le château d'eau est à gauche, là, le fossé que vous avez ici, là, c'est l'ancien fossé qui entourait la ferme. Qui entourait la ferme. Qui ressemble à une ferme gauloise. Je ne dis pas c'était une ferme gauloise. Je dis il y a une forte présomption. Sherlock Holmes dit il y a une forte présomption que ce soit une ferme gauloise. Et on est vraiment sur un point culminant avec une vue magnifique et des très bonnes terres, hein, des très bonnes terres céréalières sur le plateau, parce que c'est des terres de limon des plateaux. Et on est à côté du champ de la Beauce, et Beauce c'est un mot très ancien. Alors pourquoi les Landes alors que ce sont de bonnes terres? Je ne sais pas, je n'ai pas l'explication, je n'ai pas compris. Et puis sur le plateau de l'autre côté, là, on devrait aussi avoir quelque chose, logiquement. Logiquement. Puisqu'on est à un autre point culminant de la commune à 113 mètres d'altitude. Eh bien oui, si on regarde bien les photos aériennes, vous pouvez aller vérifier, cette photo est dans la salle du conseil. Il y a, à côté de la limite nord de la commune, là c'est la commune de Saint-Ouen, là au nord. Là on a la Reboussière, Reboussinière. Eh bien ici, là, on a une parcelle, là, dans cette zone, avec des cercles. Vous voyez, on a des cercles. Qui sont des traces laissées sur le sol, des ovales qui font à peu près presque tous 4 mètres à peu près c'est pas des diamètres parce que c'est un peu des ovales. Eh bien c'est quoi ces cercles? Eh bien on peut attribuer ça à des tumuli, c'est-à-dire à des tombes de l'époque gauloise, des tombes de l'âge du fer. À quoi ça ressemblait? Et à l'intérieur c'est comment? C'est comme ça. Et sous ta pierre, il y a le bonhomme. Il y a le squelette. Alors évidemment, le tas de terre a disparu complètement, lavé par les eaux. Vous imaginez en 2500 ans, en 2000 ans, ça c'était lavé par les eaux. Et les pierres ont été enlevées ou déplacées, en tout cas les labours, tout ça, ça a changé tout ça. Mais comme le fait que ces cercles ont été sur place pendant très très longtemps, ils ont laissé dans le sol une certaine, disons, différence qui fait qu'ils apparaissent avec la pousse de la végétation. Ils apparaissent un peu avec la pousse de la végétation. C'est certain. Qu'on appelle des tumuli. Un tumulus des tumuli, ce sont des tombes de l'âge du fer. Et moi j'ai ma petite théorie sur la question, ça fait quelques années que je la travaille. Mais bon, chaque historien a ses petites théories, vous voyez, ses petites tiques. Moi je me dis, ces tombes devaient être dans le village. César nous raconte, dans la guerre des Gaules, hein, que les Gaulois habitaient dans des édificiums, dans des édifices circulaires en bois, circulaires dans les bois, pour se protéger des chaleurs de l'été. Eh bien, moi je pense que ces cercles, il y avait les tombes devaient être dans le village, au milieu des huttes. Et que sans doute, quand la personne d'une hutte décédait, eh bien on faisait sa tombe à l'endroit où était sa hutte. C'est ma théorie. Je suis la seule à faire cette théorie en France. Hein. Mais bon, je suis le seul à faire ce métier aussi là en France. Hein. Ah, vous ne trouverez pas quelqu'un qui passe de commune en commune, là, comme ça, pour...
Ça n'existe nulle part ailleurs. Vous pouvez chercher. Donc, un village gaulois, là, sans doute sur les hauteurs, mais ça ne serait pas étonnant parce qu'il y a trop d'indices. Il y a beaucoup trop d'indices. Beaucoup trop. Et vous allez me dire, on va s'arrêter là, les indices. Non, il y en a encore un. Un de plus. C'est que là, ces parcelles-là ont un nom. Elle s'appelle le canton du Navisso. Le Navisso. Alors, canton, Navisso, c'est pas le nom d'une ferme, hein, c'est pas un habitat, Navisso. Pourquoi le canton de Navisso? Bon, alors, à côté, on a le canton du Sceau ou le canton d'habitat. Parce que les gens, quand ils ont fait le cadastre, ils ont dit, ça s'appelle comment ça? Là, ça s'appelle Navisso. Tout ça, là, ouais, on va appeler ça le canton de Navisso. Parce que le mot canton apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Navisso. 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 Alors, je vous ai dit, il faut penser les mots gaulois, les mots anciens, comme ça, il faut les voir des fois en plusieurs éléments. Eh bien, là, vous allez me dire, attention, il va commencer à nous péter un câble. Navisso. Alors, Isso, c'est très très bien connu, très bien documenté. La partie Isso, c'est très très bien documenté, c'est le gaulois Uxello, qui veut dire hauteur. Alors ça a donné Isso, Uxello, ça a donné tous les Vissos, par exemple Visso sur en Beauce, Visso sur Meaux, Visso sur Cosson, tous les Vissos, les Vissos aussi, les Issoudun. Issoudun, c'est la forteresse Issou de la hauteur. Isso, c'est très bien documenté, c'est la hauteur. Mais bon, c'est pas étonnant, on est sur un point culminant. Il n'y a pas plus haut. Hein. Le bois d'Anrus, qui est à côté, il est aussi à 113 mètres d'altitude, mais c'est des bois. Et on a Nave. Eh bien, Nave, c'est les navires. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient nous faire, les navires en hauteur, ou la hauteur des navires, je ne sais pas. Mais je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Un village gaulois, c'est sans doute, moi mon opinion, je vais vous donner mon opinion. Hein. Navisso, c'est sans doute l'ancien nom du village gaulois. Pourquoi est-ce qu'il était conservé alors que le village a complètement disparu? Le village a disparu parce que les Romains étaient installés à 6 km. Enfin, quand ils sont installés, à 6 km. Et puis après, ils ont tout bouffé. Hein. Les Romains, ils ont tout bouffé. Donc, par contre, ils ont dû avoir des négociations, du commerce, je ne sais pas quoi, avec le village gaulois de Navisso. C'est pour ça que le nom, c'est les Romains qui ont conservé Navisso. Le nom. Les Gaulois, ils ont disparu. C'est les Romains qui ont conservé ça. Et Nave, pourquoi? Les navires. Eh bien, je me suis dit, c'est pas si idiot que ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a à côté Navicellis, qui est l'ancien nom de Nazel. Et Navicellis, c'est Navicellis, pour les linguistes, c'est-à-dire le port des bateaux. En fait, ils prennent Celle comme une origine romaine, mais depuis, il y a des dictionnaires gaulois de langue celtique qui sont sortis, qui sont un petit peu plus perfectionnés, et on sait que Celle, c'est un mot qui veut dire marteau, martelé. Marteau, martelé. Donc ça serait éventuellement un chantier naval de navires. Nazel. Et qui est Navisso à côté, pourquoi pas? Les gens ils construisaient les bateaux là-haut, et puis ils les descendaient parce qu'il faut du bois pour faire des bateaux. Et il faut notamment de la glu, du bouleau. Il faut des bouleaux. Le bouleau est un arbre sacré chez les Gaulois. Avec sa sève et son écorce, on faisait de la glu qui permettait une espèce de colle qui faisait l'étanchéité des bateaux. Il fallait des bois pour faire ça. Après, il descendait, je ne sais pas, il jouait à la luge sur le coteau pour descendre des bateaux. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait. Il les descendait sûrement. Navisso. C'est mon idée. Alors je vous dis, l'histoire n'est pas une science exacte. Et donc on a 3 habitats gaulois qui semblent quasiment certains. On a les Landes, là, avec une espèce de ferme ou petit village fortifié, en tout cas une ferme fortifiée. On a Navisso là avec un village, et on a sans doute les Fougerets. Fougerets, c'est un nom très récent, enfin récent, romain, hein, très récent, romain. Mais là, on a sans doute quelque chose aussi.
Voilà pour ce qui est de la période gauloise. Et puis il y a les mots gaulois. Il y a d'autres mots gaulois. On a les ouches de la Mazère. Mazère, c'est romain. Mais ouche, ça vient de Olka, qui est un mot gaulois qui veut dire le jardin, ou le verger. Enfin, c'est une bonne terre. Les ouches de la Mazère qui se trouvent dans le Val, au pied de la Mazère. Ouche. Et alors, c'est un nom assez fréquent, qu'on trouve dans la région. On trouve beaucoup en Beauce, ce qui est bizarre dans une zone complètement colonisée par les Romains, alors que c'est un mot gaulois. Donc, on dit gallo-romain. On a la Varenne. Tout le monde connaît la Varenne, c'est les sables de la Loire. La Varenne, ça vient de var, avec le suffixe na, qui est un suffixe détendu, et var, ce sont les sables. Var, ça veut dire des sables en gaulois, des terres sableuses. Varenne. Et c'est souvent dans ces varennes qu'on ne trouve pas seulement dans les vallées, on peut les trouver aussi dans les plateaux, sur les limons des plateaux, les sables des limons des plateaux. La Varenne, eh bien, c'est un très du mot, et généralement, ça désigne des terres très anciennement cultivées. Varenne. Et puis on en trouve beaucoup sur la vallée de la Loire, évidemment, et puis sur la vallée du Cher, sur la vallée de l'Indre, et puis là, dans les sables de la Sologne et de la vallée de la Loire, c'est un nom très répandu. Ou bien en limite de zones sableuses, c'est-à-dire pour distinguer, on appelle, là c'est que des sables, à côté il n'y a plus de sable, mais quand il y en a, on dit, oh bah tiens, bah, c'est des varennes. Et puis on a un très vieux mot, chemet, qui est là, soit romain, soit gaulois, chemet, qui est dans le nord de la commune, qui se prononçait sans doute autrefois chemette, ou chémette. C'est-à-dire que le ET, là, devait se prononcer. Eh bien, le « c'est un diminutif, chemette, petit, et ça vient du gaulois camano ou du romain camino, c'est la même racine, qui veut dire le chemin. Donc, chemin, ça serait des petits chemins, peut-être gaulois, peut-être romains. En fait, la désignation paraît incertaine, mais moi, je le situerais plutôt côté gaulois. Et puis, on a les archéologues, là, c'est très récent comme nom, un chemin des Poulains, c'est très récent, mais par contre, le chemin en lui-même qui passe dans le Val semble un chemin très ancien. Le chemin des Poulains, là, dont le nom vient que les poulains qui étaient élevés dans le Val, là, dans les prés du Val, étaient montés à Paris par ce chemin jusqu'à Orléans, et le chemin des Poulains se prolonge jusqu'à Orléans. Pas penser, nous, on a le chemin des Poulains. Dans le chemin des Poulains, on le retrouve sur l'Imray, on le retrouve sur Cangé, sur Ponto, etc. Le chemin des Poulains. Et il semblerait que ce soit un très vieux chemin gaulois, c'est ce qu'on dit. Et puis on a ce problème des sépultures trouvées au XIXe siècle. C'est l'abbé Blaise dans un manuscrit de 1870-1890 qui nous en parle. Il nous dit on a trouvé plein de sépultures, une nécropole au Fougeray, avec des corps mis en position fétale avec les bras sur les épaules. Des corps repliés, sans mobilier archéologique. Ça c'est des tombes, il n'y a pas de mobilier archéologique. C'est bizarre ça. Donc, des tombes sans mobilier archéologique, il n'y a pas de poterie, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien. Enfin, le manuscrit n'est pas dit, il n'y a pas de mobilier archéologique. Bon, peut-être qu'ils se sont tout mis dans les poches et puis qu'ils ont écrit, il n'y a pas de mobilier archéologique. Bon, enfin bon, l'abbé Blaise, moi je connais un peu ses écrits, c'est pas le genre du tout. Donc, s'agissait-il vraiment de sépulture? Ou s'agit-il d'un charnier? Si c'était un charnier, le fait qu'il n'y ait pas de matériel, d'offrande ou de matériel archéologique, ça expliquerait si c'était pas une nécropole mais un charnier. Un charnier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les Romains. Vous savez, je vous ai parlé des carnutes tout à l'heure. Les Romains ont totalement exterminé les carnutes, qui étaient une des plus grandes nations gauloises. Mais totalement. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont tué tout le monde. Femmes, enfants, tout le monde. Alors les Gaulois carnutes qui habitaient là, bon, ils étaient tués, ou soit ils étaient réduits en esclavage, donc envoyés ailleurs, comme de la main-d'œuvre esclave, hein, ou ils étaient obligés de fuir dans les régions voisines. Alors bon, là on n'est pas loin du pays carnute, hein, donc pourquoi pas un charnier au Fougeray, hein. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mobilier archéologique. Par contre, il y a des poteries qui ont été trouvées, mais elles sont plus tardives, parce que des sépultures, enfin des gens repliés comme ça, généralement c'est proto-historique, c'est-à-dire c'est gaulois ou âge du bronze. Les Romains, ils étaient enterrés tout droit, hein, avec une pièce dans la bouche.
Ouais, pour payer le passeur du Styx. Ouais, non, mais vous rigolez, mais à Herbeau, ils ont trouvé des sépultures romanes avec des gars, ils avaient la pièce dans la bouche. Hein. Herbeau, dans un ancien fort romain. Donc, la personne qui va tout bouleverser, c'est lui. Vous le reconnaissez, le génocidaire, Jules César.